Bonjour à vous tous. Heureuse de vous retrouver comme chaque mois pour suivre votre magazine relatif à la vie associative de Lamballe, mais aussi à l'événementiel. Et si vous êtes à la tête d'une association, n'hésitez pas à nous faire appel pour présenter votre structure, pour annoncer un événement à venir ou pour montrer des images de vos fêtes. C'est ainsi que nous allons aujourd'hui, en fin d'émission, présenter la foire des potiers. Aujourd'hui, nous dérogerons à la règle qui veut que nous ne fassions pas de commercial. C'est plutôt l'artiste que nous mettons en valeur en la personne de Philippe Lemercier qui fabrique son chocolat et ce sujet sera l'un de nos reportages. Mais, pour commencer cette émission, revivons cet échange franco-portugais qui a lieu à Lamballe en tout début de mois pendant une semaine. Vous avez pu voir quelques images sur notre blog, mais aujourd'hui, nous vous proposons un résumé de tout ce que ces jeunes Portugais ont pu vivre avec leurs correspondants des collèges Gustave Théry et Sacré-Cœur de Lamballe. Nous recevons sur ce plateau deux invités qui nous apporteront des précisions sur cette activité organisée et proposée par le comité de jumelage Lamballe-Oliveira do Bairro, ville du Portugal. Mais place aux images réalisées par MJC-TV avec la participation active du comité de jumelage. Dans le cadre de ces activités, le comité de jumelage de Lamballe-Oliveira do Bairro a coutume d'organiser des échanges scolaires. Cette année, cet échange concernait deux classes du collège Gustave Théry et du collège du Sacré-Cœur. Cette démarche qui associe les deux établissements publics et privés est unique et le comité de jumelage peut s'en réjouir. Dimanche 2 avril, en fin de matinée, les émotions étaient au rendez-vous, place du Champ de Foire à Lamballe. Les familles françaises étaient présentes pour accueillir l'autocar arrivant d'Oliveira do Bairro. Enfin, nos 48 collégiens lamballais retrouvaient leurs correspondants rencontrés en novembre 2016 à Oliveira do Bairro, accompagnés de leurs enseignantes et de Manuel Martins, vice-président du comité de Gimnação de Oliveira do Bairro, notre ville jumelle. Que des fusions et de rembrassades, mais aussi une petite appréhension de quelques jeunes Portugais qui, pour la première fois, quittaient le cocon familial. Le comité de jumelage de Lamballe avait prévu pour ces jeunes un programme leur permettant de découvrir des horizons géographiques et culturels de notre région au fil de la semaine. Une escapade commune du groupe franco-portugais accompagné de leurs enseignants respectifs et de deux membres du comité de jumelage en est un premier exemple. Après un détour à la pointe du Groin, visite de la merveille de l'Occident, le Mont Saint-Michel, inscrit au patrimoine mondial par l'UNESCO en 1979. Ce haut lieu touristique reçoit aujourd'hui plus de 2 500 000 visiteurs par an. L'ascension du Grand Degré est un prélude à la merveille et à la visite de l'abbaye. Après avoir découvert et admiré cette abbaye, les jeunes ont pu contempler la beauté incomparable de la baie en descendant le chemin des remparts. En après-midi, direction Saint-Malo. La cité des corsaires a charmé par ses ruelles et par sa promenade sur les remparts. Une autre après-midi a été consacrée à la découverte de Dinan, de quoi se replonger dans l'ambiance du Moyen-Âge en parcourant les rues de la ville et particulièrement celle escarpée du Gerzoal. Les maisons à pans de bois et à pignons pointus témoignent de la richesse passée de la ville. Du XIVe au XVIIIe siècle, elle grouillait de tisserands et de tanneurs. Une petite balade en bateau sur la Rance jusqu'à l'abbaye du Léon a prolongé ce retour dans le passé. Et de nouveaux horizons avec l'exposition L'espace Quelle Histoire à la Cité des Télécommunications de Pleumeur-Baudou.
Et bien entendu, petite randonnée pédestre à Ploumana, site emblématique de la côte de granit rose. Les chaos granitiques d'une couleur rose si particulière constituent un site géologique remarquable en France. Les jeunes Portugais ont beaucoup apprécié ce panorama et le pique-nique sur la plage de Saint-Guirec. Il est vrai que le temps était de la partie, un bel éclairage et une douceur printanière. Les jeunes Portugais ont été reçus officiellement à l'hôtel de ville de Lamballe par M. Thierry Gauvry, adjoint à la culture, au patrimoine et aux relations internationales, et par M. Jean-François Roussel, conseiller délégué à la communication et au jumelage de Mélin. M. Thierry Gauvry a rappelé l'importance de ces échanges scolaires dans le cadre du jumelage entre les villes d'Oliveira do Bairro et de Lamballe. Personnellement, moi j'espère qu'à travers ces échanges scolaires, le plaisir que vous pouvez prendre dans ces échanges scolaires, ça vous donnera envie de continuer à aller découvrir le monde, à aller peut-être poursuivre votre scolarité, votre formation dans d'autres pays. Comme moi j'ai fait. Comme toi. Ouais, comme moi j'ai fait. Cette semaine n'a pas été que touristique, mais aussi consacrée à la préparation d'un spectacle présenté notamment aux familles. Au cours de cette soirée se sont enchaînées des scénettes théâtrales, des danses et des chants hauts en couleur. De quoi enthousiasmer les spectateurs. C'est plus vivant. Madame Elsa Pires, présidente du comité de Giminação de Oliveira do Bairro, nous a honorés de sa présence en assistant à ce spectacle. Une soirée sous le signe du partage. Partage de savoir-faire entre les collégiens lambalais et leurs amis portugais. Partage de leur dynamisme avec le public. Si on sentait parfois le stress chez les jeunes avant le spectacle, ce fut surtout une grande satisfaction d'avoir réussi quelque chose ensemble. Oliveira do Bairro et Lamballe peuvent être fiers de la réussite de leurs échanges scolaires dans le cadre de leur jumelage. Nous recevons sur notre plateau deux personnes du comité de jumelage. Roland et Brigitte, bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Nous venons de voir lors du reportage un spectacle franco-portugais réussi et apprécié par le public présent. Comment les jeunes ont-ils préparé ce spectacle? Alors vous venez de voir en fait la version numéro 2 du spectacle. Il y a eu une première version qui a eu lieu à Oliveira do Bairro au mois de novembre lorsque nous y sommes allés. Et ces spectacles sont le résultat d'un travail en commun entre les établissements d'Oliveira et ceux de Lamballe. Ce sont à partir d'un projet basé sur le théâtre et sur la musique. Alors la deuxième version, bien sûr, est nettement plus aboutie parce qu'il y a eu beaucoup, les élèves ont travaillé entre le premier spectacle et le second spectacle. Donc on a bien sûr un spectacle avec des élèves qui connaissaient mieux leur rôle parce que le spectacle de novembre, c'était sur une préparation très courte qui durait de septembre à octobre. Donc l'année scolaire était à peine commencée. Donc voilà comment c'est déroulé et il faut aussi signaler le travail d'un professionnel du théâtre, M. Christophe Dufay, qui a coordonné l'ensemble des deux spectacles, et au Portugal et ici. Donc voilà ce que ça a donné et c'est vrai, ça a été une réussite et quelque chose de très apprécié par le public. Était-ce la première fois que la semaine d'échange se terminait par un spectacle? Un spectacle de l'ampleur que celle qu'on vient de voir, oui. Mais l'année dernière, il y avait déjà eu une première tentative avec des lycéens, puisque nous avons changé de système. Une année, ce sont des lycéens, autre année, ce sont des collégiens. Et l'année dernière, c'était un peu plus difficile. Ça a été une version très courte, parce que les deux établissements ne travaillaient pas sur le même thème.
Les élèves du lycée Saint-Joseph et de l'une des écoles du portugais ont travaillé sur le théâtre, donc nous ont donné un petit spectacle, alors que les élèves du lycée Henri Avril et ceux de l'autre lycée, du lycée public d'Oliveira, avaient travaillé sur un thème scientifique. Donc, ce n'était pas possible de faire un spectacle qui associait tout le monde, comme ça a été le cas cette année, donc il y a quelques semaines. Quelle différence avec les années précédentes en ce qui concerne la soirée conviviale? Alors, la soirée conviviale, il y en a une à chaque fois qu'il y a des échanges, il y en a une tous les ans. Alors, ce qui se passe, c'est que d'habitude, on rassemblait toutes les familles, comme ça a été fait cette année. On prenait, disons, on faisait un grand pique-nique, les parents apportaient de la nourriture et tous les invités piochaient sur chacune des tables. C'était vraiment un grand pique-nique. Et puis à l'issue de ce pique-nique, il y avait des danses sur de la musique portugaise ou sur de la musique française qui associaient et tous les élèves et qui associaient aussi tous les parents. C'était aussi une sorte de fête. Mais ce n'était pas un spectacle aussi constitué que ça l'a été la dernière fois. Ceci sous-entendu que la mutation a été importante. Oui. Oui, donc effectivement, Roland a déjà insisté sur le fait que les élèves étaient donc porteurs de projets. En fait, en 2015, cela a été une année donc charnière pour les échanges scolaires. En effet, jusqu'en 2015, lorsqu'il y avait des échanges scolaires, cela concernait en fait que 10 élèves de chaque établissement. Donc en fait, partent ensemble les collégiens et les lycéens. Donc on a pensé qu'il était souhaitable de revoir un petit peu donc cette façon donc comment dirais-je, cette façon de voir donc les échanges scolaires. Par conséquent, donc il a été décidé donc avec les représentants donc des deux mairies, les directeurs des établissements scolaires lambalais et portugais et professeurs concernés, ainsi que les membres du comité de jumelage donc des deux villes, d'élaborer cette fois-ci de nouveaux objectifs en ce qui concernait donc les échanges scolaires. À savoir tout d'abord donc une alternance entre les lycées et les collèges, premier point. Deuxième point aussi donc qui semble le plus important, à savoir que les élèves sont porteurs de projets d'établissement. Donc c'est l'occasion pour les élèves de mutualiser aussi donc leur savoir-faire et d'effectuer un travail en commun. Comment s'est passé l'accueil dans les familles? Avez-vous des réactions de la part des familles? Oui, visiblement ça s'est très très bien passé. Une enquête a été faite auprès des élèves portugais par les Portugais, donc c'est arrivé il y a une semaine à peu près. Et vraiment, tous les élèves sont unanimes pour dire que l'accueil était formidable dans les familles. J'aurais envie de dire que toutes les familles se sont mises en quatre pour les accueillir. Ça a été vraiment, vraiment formidable. Et les jeunes sont très, très contents. Et les accueillants des familles d'accueil sont aussi très, très contentes. J'ai eu personnellement 2 ou 3 témoignages au moment où les élèves quittaient l'emballe. Et il y avait des dames là, qui avaient presque les larmes aux yeux de voir les jeunes partir parce que ça s'était très très bien passé. D'accord, donc un très bon accueil et puis un très bon retour. Oui, très bon retour. Et la communication entre les jeunes portugais et les familles, parce qu'ici on parle très peu portugais. C'est vrai, il y a quelques personnes sur l'emballe qui parlent portugais, ou un petit peu tout au moins, qui permettent de communiquer quand même avec les Portugais. Puis il y a une petite communauté portugaise, mais ce n'est pas une discipline enseignée dans les établissements à l'emballe, et très peu même, je dirais, en Bretagne. Alors comment faire? Bien, vous savez, les jeunes se débrouillent toujours, ils trouvent toujours une solution. On utilise Google, les traducteurs, ou bien on fait des gestes, on arrive toujours à communiquer très simplement. Mais la plupart d'entre eux se sont exprimés surtout en anglais, parce que les Portugais sont bons en anglais, j'ai pu le vérifier. Et les Français se débrouillent bien aussi, donc il n'y a pas eu trop de problèmes. Et puis d'autres ont utilisé l'espagnol. C'est vrai qu'on fait appel à toutes ces ressources. Dans ce cas-là, quand on a des besoins, on fait appel à toutes ces ressources et on se tire d'affaire. Et ça s'est bien passé aussi. On vous reverra sur notre plateau l'an prochain. Ah ben si vous nous invitez, on est prêt à revenir et parler encore du comité du jumelage. Ça, il n'y a pas de problème. Alors je ne sais pas sous quelle forme, parce qu'on n'a pas encore commencé les projets pour l'année prochaine. Ce n'est pas lancé. On va rencontrer les chefs d'établissement dans les semaines qui viennent, et puis on va commencer à travailler sur ce sujet. Mais si vous nous invitez, on reviendra. Pas de souci.
Brigitte, en plus des échanges scolaires, quelles sont les autres activités menées par le comité de jumelage? Bien, par principe, les deux comités de jumelage se rencontrent chaque année, enfin quelques représentants, que ce soit donc de Lamballe ou de l'Olivera do Bairro, de manière à définir un programme un petit peu annuel concernant les relations que l'on peut entretenir donc, entre les deux comités de jumelage. Alors deux manifestations donc importantes, l'une à Lamballe c'est le marché de Noël pour nous et l'autre à Olivera donc c'est l'Expo Bairrada, c'est une grande foire internationale. Donc des représentants lambalais se déplacent donc en juillet à Olivera do Bairro, tiennent un stand pendant cette foire de manière un petit peu à promouvoir la Bretagne, promouvoir Lamballe, donner des informations touristiques et puis aussi donc de promouvoir un peu les produits locaux. Par exemple, eh bien, ceux qui tiennent le stand font des galettes et font déguster donc, du cidre lambalais. De même, lorsque les Portugais donc, viennent sur Lamballe pendant le marché Noël, donc ils font découvrir donc l'artisanat local. Cette année, c'était donc une jeune femme qui fabriquait donc des bijoux et qui les vendait. Et d'autre part, on a eu l'occasion aussi d'apprécier, comment dirais-je, des produits portugais qui étaient amenés cette fois-ci donc par des commerçants de la Rota de Bairrada, donc de la rue de Bairrada, des produits donc de la région d'Olivera do Bairro. Bon, par ailleurs, compte tenu donc de ces activités, cette année il y a eu donc un échange. Cette fois-ci, en plus de l'échange scolaire, ça a été l'échange ici des techniciens municipaux. En novembre, donc des techniciens donc municipaux d'Olivera do Bairro ont souhaité donc connaître leurs homologues sur Lamballe. En fait, c'est surtout donc la municipalité et les services municipaux de Lamballe Communauté qui se sont chargés donc d'accueillir ces techniciens. Donc les thèmes qui avaient été retenus, ça avait été l'environnement, la gestion des déchets, gestion de l'environnement comme je l'ai déjà indiqué, et puis des questions relatives à l'urbanisme. En fait, là, le comité de jumelage a juste joué un rôle de facilitateur. Voilà. Que faites-vous pour vous faire connaître des Lambalais? Bien, pour se faire connaître des Lambalais, comme je l'ai déjà indiqué, on va profiter, nous, du marché Noël pour aller à la rencontre des Lambalais, pour discuter avec eux, pour leur donner aussi des informations concernant donc, notre ville jumelle, Olivera do Bairro. Par ailleurs, nous avons l'occasion donc, de participer donc, au Forum des associations en septembre, de participer aussi à d'autres rencontres avec les associations donc, lambalaises. Et puis aussi, cette année, on a donc eu l'opportunité d'organiser donc une soirée portugaise qui se voulait festive, donc repas portugais, et puis animation avec un groupe folklorique de Saint-Brieuc, donc folklorique portugais, Tradição Domino. Donc c'est une occasion pour nous de faire connaître le comité de jumelage. Par ailleurs, bien, comme d'autres associations, le comité de jumelage utilise les réseaux sociaux. On va utiliser donc le site de Facebook sur lequel on peut avoir donc différents renseignements. Notamment, dans peu de temps, sur le site de Facebook sera mis en ligne donc un guide touristique du Portugal, mais surtout relatif à la région d'Olivera do Bairro. Par ailleurs, je rappellerai aussi que le comité de jumelage s'est fait connaître notamment auprès de la population lambalaise lors du 15e anniversaire du jumelage. Avait été proposé donc aux Lambalais donc différentes manifestations organisées par les Portugais et d'autre part il y avait donc une soirée fado qui avait été ouverte donc à tout public lambalais au Quai des Rêves. Vous venez d'évoquer le 15e anniversaire du jumelage de Lamballe. Qu'en est-il du 20e? En ce qui concerne le 20e anniversaire, disons qu'il va être fêté, on le sait, donc en juillet 2018, donc ça fera 20 ans, fêté à Olivera do Bairro, mais pour l'instant on n'a pas encore d'autres renseignements, dans la mesure où le travail en commun pour les deux comités de jumelage sera en fait commencé seulement au mois d'octobre, après les élections municipales, puisqu'il y aura des élections municipales à Olivera do Bairro. Seulement, M. Loïc Corré donc, se rendra, lui, quant à lui,
en juillet pour rencontrer déjà donc, le comité de jumelage d'Olivera do Beiro ainsi que le maire actuel pour discuter déjà donc, du 20e anniversaire. Voilà. Merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. Merci à vous. Les fêtes de Pâques sont des moments de convivialité et traditionnellement, le chocolat est au cœur de ces festivités. Savez-vous qu'à Lamballe, un maître chocolatier est à votre service au 10 rue Saint-Martin? Une maison fondée en 1892 où chocolat, confiserie et pâtisserie sont fabriqués dans ses laboratoires. Et tout ceci sous la main habile et professionnelle de Philippe Lemercier. Ce dernier a accepté les caméras de MJC-TV dans son atelier. À travers les images qui vont suivre, vous découvrirez tous les secrets de la fabrication du chocolat expliqués par Philippe en personne. Philippe Lemercier, pâtissier à Lamballe, a ouvert les portes de son labo à MJC-TV. C'est dans ce local qu'il confectionne les succulents chocolats qui font la réputation de son enseigne. Nos fèves arrivent en France par le Havre de cette façon-là, c'est-à-dire sortis de la cacaoyère. Ils arrivent par sac de 25 kg et ces fèves, ce sont des fèves brutes de chocolat. Et ces fèves vont être torréfiées à Tain-l'Hermitage. Elles vont être sucrées. On va rajouter de la poudre de lait et on va les concher pendant 72 heures. Concher, c'est les broyer entre deux pierres pour avoir cette couverture chocolat. Donc après, ce chocolat est moulé dans des grandes plaques en forme de pistole. Elles arrivent chez moi comme ceci. Et mon travail va consister à les refondre à 48 degrés. Les travailler sur mon marbre à 27-28 degrés, les réchauffer à 30 degrés, et puis les mouler dans un moule spécial chocolat pour faire des œufs, des poules. Mais où et comment produit-on le cacao? Le cacao nous arrive de certaines régions tropicales, d'Afrique, d'Amérique du Sud et d'Asie. Cette précieuse matière première provient des fèves contenues dans les cabosses qui poussent sur le tronc et les branches du cacaoyer, un arbre taillé à 5-6 mètres de hauteur. Une fois récoltées, les cabosses sont ouvertes à l'aide d'un gourdin pour en extraire les fèves. Celles-ci sont dans un premier temps mises à fermenter 4 à 7 jours, puis sont séchées pendant 1 à 2 semaines. Et enfin, nettoyées, triées, emballées dans des sacs pour être expédiées vers les pays consommateurs. Là, je contrôle la température de mon chocolat. Il est à 48 degrés. Je vais arrêter mon bain-marie pour pouvoir amener mon chocolat sur le marbre. Et là, je vais commencer à le tabler pour le redescendre à 27-28 degrés. Il est à 25 degrés, il est un petit peu froid. On va ajouter un tout petit peu pour atteindre les 30 degrés. Donc mon chocolat était prêt à mouler et je remplis complètement mes œufs. Pour pouvoir le laisser redescendre, garnir mon moule. Et je viens à raser. Ça, c'est pour faire la première couche. On fait 2 couches pour pouvoir avoir une solidité. Parce que cet œuf-là va contenir à peu près 200 à 300 grammes de bonbons. Donc on voit bien qu'avec 2 couches, on a une épaisseur régulière sur l'ensemble du moule. Donc mes 4 moules de chocolat sont prêts. Je vais les mettre dans un frigo à
4 degrés pour qu'il puisse se rétracter et démouler. C'est un moule avec des petits poissons, symbolisant Pâques. Et je vais les mouler à la poche. On va vous faire un nid en chocolat. Donc je fais quelques filaments. Je rassemble tous mes filaments et je viens les tourner comme un oiseau qui ferait son nid pour mettre quelques œufs à l'intérieur. Et c'est ici que l'artisan pâtissier devient artiste créateur. C'est un métier artistique parce que on travaille exactement le chocolat, vous voyez, liquide, solide, on peut le sculpter, on peut le mouler sur du papier, on peut le mouler sur du tissu, on peut le mouler sur du bois, on peut reproduire beaucoup de choses avec du chocolat. Parce que là on va faire, pour les gens qui connaissent un petit gâteau qui s'appelle ici l'aumônière. J'ai un petit gâteau qui devient une aumônière. Des petits carrés de chocolat et des règles en chocolat, on arrive à faire aussi des structures pour faire des pièces montées. Je dis toujours à mes gars, au lieu de travailler pour moi, pensez que ce que vous allez faire, ça va permettre de faire plaisir à un petit garçon qui a 10 ans et qui veut une guitare en chocolat ou qui veut un petit bateau en chocolat. Et le gamin, quand ça va être son anniversaire, ben, il va être hyper content. Et là, on a réussi déjà 80% de notre travail. Et comme je suis sapeur-pompier, donc... J'ai respecté ma courbe de température. Et vous voyez que le moule, les œufs, c'est des moules tout seuls. J'ai pas à forcer. Là, j'ai fait mes fritures. Donc vous voyez qu'elle se démoule. J'ai juste chauffé une partie de mon œuf. Et vous avez un œuf fini collé simplement avec une fonte de chocolat. Ne nous reste plus maintenant qu'à déguster ces précieux chocolats sur les conseils de Philippe. On croque. Ça doit croquer, donner un signal au cerveau, le faire fondre sur la bouche, sur la langue avec le palais, aspirer, souffler avec le nez et vous aurez tous les arômes, les aromatiques des chocolats. Donc vous verrez que sur des chocolats de Madagascar, on est un peu plus fruits rouges, un peu plus acide. Sur des chocolats d'Amérique du Sud, on est un peu plus biscuité, on est un peu plus fruits jaunes, mangue, ananas. Nous recevons Philippe Lemercier, maître artisan sur notre plateau. Bonjour Philippe. Bonjour. Depuis très longtemps, la maison Lemercier est bien connue à Lamballe. Pouvez-vous nous parler un peu de son histoire? 4e génération, dernière génération, mes enfants ne continueront pas derrière. Donc mon arrière-grand-père issu de Meunier a acheté la première boulangerie rue Saint-Martin. Mon grand-père que j'ai connu au travail, donc, et mon père, et moi en dernier. Donc mes parents et arrière-grands-parents étaient plus boulangers. Donc moi je me suis destiné à la pâtisserie. À travers le reportage que nous venons de voir, nous découvrons votre professionnalisme. D'où vient cette passion? J'ai la passion de la pâtisserie, et puis je suis un peu épicurien, donc j'aimais bien manger quand j'étais petit. Donc après, je me suis destiné à la pâtisserie, et plus spécialement au chocolat, parce que quand j'ai démarré en 78, on a vraiment commencé à travailler le chocolat. À l'époque, mes parents ne travaillaient pas le chocolat, donc je me suis mis à fond dans le chocolat, et j'adore ça, donc le ventre me pousse un peu.
D'où provient le cacao que vous achetez et sur quels critères le choisissez-vous? Donc le chocolat que j'achète arrive par bateau au Havre en fève de cacao. Comme on a vu sur le film, ils sont torréfiés à Tain-l'Hermitage, donc une maison française, une petite maison française. On travaille avec des fèves qui sont issues de Madagascar et d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, principalement, donc production sur les tropiques, entre les deux tropiques. Et on a remis en fabrication, enfin en culture, des cacaoyères qui étaient abandonnées, et on a quelquefois donc la maison Valrhona et le cercle V des chocolatiers, donc on est 150 chocolatiers faisant partie du cercle V. Donc on a participé à remettre en culture des cacaoyères abandonnées, donc quelquefois on a payé pendant 7 ans les cultivateurs pour remettre en culture les cacaoyères. D'accord. Quelles sont les conditions pour fabriquer des bons chocolats? Le rôle de la matière première, du sucre, des ingrédients divers? Donc déjà la première chose, je vais vous faire goûter. Et, vous voyez, donc on reçoit notre chocolat comme ceci, en fève. Donc la façon de goûter un chocolat est très importante, c'est vous croquez. Donc le son permet d'informer votre cerveau que le chocolat arrive. Vous faites fondre le chocolat, vous aspirez et vous soufflez avec le nez. Et comme ça, vous voyez que toutes les aromatiques par les sinus montent directement au cerveau. Donc là, c'est une des matières essentielles. Là, on a un chocolat un peu plus acide, qui est un chocolat de Madagascar, 65%. Et les chocolats les plus aromatiques sont des chocolats qui se trouvent vers 60-65%. À partir de 68%, 70%, on n'a plus un goût de chocolat. On a un goût d'amertume. Donc le chocolat, pour qu'il soit vraiment chocolat, c'est dans les 66%. Après 80%, on a vraiment du chocolat brut. Et c'est vraiment plus amer. Donc le chocolat baisse, puisqu'on a moins de sucre aussi. Et 66%, et les lactés qui sont des chocolats plus sucrés et qui tournent aux alentours de 45%. Donc évitez aussi d'acheter des chocolats trop sucrés. Donc de toute façon, vous le verrez tout de suite sur des dégustations, c'est que sur des chocolats sucrés, votre gorge devient sèche. Le sucre dessèche. Donc chocolat, sur Pâques, on a travaillé un peu plus sur des chocolats au lait parce que c'est des enfants. Le reste de l'année, c'est beaucoup plus de chocolat noir. Et à Noël aussi, des chocolats noirs. Donc sur Noël, on travaille avec des ganaches. Ganache avec crème fraîche. Et là, c'est pareil, on essaye de travailler avec des circuits courts, avec du beurre qui est fabriqué en Bretagne, avec des crèmes qui sont faites dans le Grand Ouest. Donc on choisit les ingrédients, c'est de plus en plus important. Quelle différence y a-t-il entre un fondeur de chocolat et un chocolatier? Donc je vais déjà dire, il y a un point commun, c'est la passion. Et passion du chocolat. Et moi je suis fondeur de chocolat, c'est-à-dire je ne fabrique pas mon chocolat. Mon chocolat il est acheté je l'achète chez un chocolatier. Sur la France, il existe à peu près 50 artisans chocolatiers comme moi, donc, enfin, qui sont installés, qui vont acheter leurs fèves de cacao, qui les torréfient, qui les transforment et qui les travaillent. 95% des gens chocolatiers, enfin, nous, on s'est marqué sur les vitrines chocolatiers, mais en fin de compte, on est des fondeurs de chocolat. On choisit nos chocolats. Valrhona est le chocolatier, nous, on est fondeurs de chocolat. Mais avec ce qui n'empêche que sur les recettes, par rapport à ce qu'ils font, nous, on transforme. Et sur le produit final, on a vraiment des choses intéressantes. On dit que le chocolat est un anti-stress. Pouvez-vous nous parler de ses bienfaits et peut-être aussi de ses faiblesses, de ses nuisances s'il en a, et est-ce qu'on doit limiter sa consommation? Bon, la nuisance, la seule qu'on peut avoir, c'est l'excès, mais généralement, c'est... Moi, à Noël ou à Pâques, c'est 100 grammes de chocolat par jour. Donc l'avantage, c'est un anti-stress parce que le chocolat contient de la ferrotomine. Et ce qui va complètement
s'inhiber le cerveau et ça passe directement. C'est pour ça que la sensation arrive tout de suite au cerveau. Deuxième chose, c'est, bon, pour les hommes, c'est un peu, soi-disant, un aphrodisiaque. Après, c'est un antioxydant. C'est par rapport au beurre de cacao, c'est une matière grasse qui passe directement, donc qui est digérée directement. Donc sur les chocolats français, on a obligation de mettre du beurre de cacao. On n'a pas le droit à l'huile de palme, on n'a pas le droit à d'autres matières grasses autres que le beurre de cacao. Vous pouvez nous parler de votre engagement dans la formation professionnelle? Donc moi j'ai démarré dans les années 70 en apprentissage, j'ai passé mon CAP, j'ai passé mon brevet de maîtrise. J'ai eu de la chance dans toute ma carrière d'avoir des gens qui m'ont épaulé dans mon métier, j'ai eu des mentors. Et je pense que la justice, c'est de retransmettre ce qu'on sait. C'est que moi, quand j'ai démarré, le métier se transmettait de façon empirique. Et que maintenant, grâce à la technologie, on sait vraiment pourquoi ça marche. Avant, on nous disait « tu fais comme le chef ». Maintenant, si le chef nous voyait travailler, je pense qu'il n'apprécierait pas trop, mais on sait ce qu'on fait. Et comme on sait ce qu'on fait, il est plus facile de montrer. Et comme nous, moi j'ai eu la chance des années 80 aux années 2000 de vraiment avoir, grâce à l'agroalimentaire, de savoir ce qu'on faisait, c'est qu'après derrière on transmet. Et tout mon savoir, donc avec les jeunes que je forme, on essaye il faut être à deux il y en a un qui donne, il y en a un qui prend, et après c'est lui qui va donner, et puis il y aura quelqu'un d'autre qui va prendre. Et là, au mois de juin, donc c'est l'époque des examens, donc je consacre 3 jours pour les CAP et une journée pour les brevets de maîtrise. Voilà. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous, et puis merci de votre passion pour l'image. Comme chaque année, l'association La Poterie, Nature et Patrimoine va proposer la foire des potiers, 32e du nom et bien connue des Lambalais, le dimanche 14 mai prochain. Les bénévoles de l'association veulent avant tout animer la commune de La Poterie à travers son patrimoine, en proposant de nombreuses activités que vous allez découvrir à travers ce clip. Gérée et organisée par l'association La Poterie, Nature et Patrimoine, la traditionnelle fête des potiers aura lieu cette année le dimanche 14 mai à La Poterie, commune située tout près de Lamballe. Les bénévoles de l'association ont préparé tout un programme pour cette journée qui commencera à 10 h pour se prolonger jusqu'à 18 h. Dès le samedi 13, une expo-vente de potiers aura lieu rue Calmette à Lamballe, de 10 h à 18 h 30. Cette exposition vente de 25 potiers créateurs venant de toute la France se poursuivra d'ailleurs le dimanche 14 à La Poterie. Et ce dimanche, des démonstrations de modelage, tournage sur tours électriques et tours à bâton auront lieu sur le site de La Poterie. Également des animations musicales par un groupe de musiciens pendant le repas du dimanche midi et en déambulation sur la foire. Les visiteurs pourront voir au musée des expositions de poterie utilitaire, épis de fêtage, statues, santons, ainsi qu'une soixantaine d'œuvres d'artistes contemporains. Ajoutons des visites commentées des Landes de la Poterie, classées Natura 2000, à 11 h et 15 h. Entrée gratuite à la foire et visite libre et gratuite du musée et des expositions. Ne manquez donc pas cette foire de potiers qui a lieu le week-end des 13 et 14 mai prochains. Notez-le vite dans vos agendas. Nous sommes donc tout près du 1er mai et quelques brins du muguet viennent déjà décorer notre plateau. Notre émission est maintenant terminée. Rendez-vous pour la prochaine émission du samedi 27 mai qui sera tout en musique avec la participation de Christophe Mengui, professeur de guitare à la MJC. Bon week-end à tous!